Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un DS sur la combustion du carbone et des hydrocarbures, qui est un chapitre de niveau première Bac Pro. Donc ce devoir était composé de 2 exercices. Le premier exercice que voici demandait d'étudier une montgolfière de taille moyenne et on voulait savoir en définitive quel était le pouvoir calorifique nécessaire pour maintenir la montgolfière en l'air. Donc avant d'en arriver à calculer le pouvoir calorifique, on demandait, en première question, à partir d'une équation de réaction qui était donnée ici, de nommer les produits formés lors de la réaction. Alors les produits formés, c'est ce qui est à droite de la flèche ici. Donc on a le CO2 et H2O. Donc en l'occurrence, c'était CO2 pour le dioxyde de carbone et H2O pour l'eau. Donc voilà pour cette première question avec, comme à chaque fois, une petite phrase de rédaction pour présenter les réponses. Produits formés, donc l'eau et le dioxyde de carbone. Si vous aviez oublié le nom de H2O et le nom de CO2, vous pouviez simplement mettre H2O et CO2, ça pouvait être accepté. Donc ensuite, question 2, recopier et équilibrer l'équation bilan de la réaction de combustion complète. Donc là, ici, on va le faire directement à cet endroit-là, et je vais indiquer en vert différents calculs qui pouvaient être faits. Donc la première chose, c'est de regarder dans les réactifs le nombre de carbone. Donc dans C3H8, j'ai 3 carbone. Donc si j'ai 3 carbone, ça veut dire qu'il m'en faut aussi 3 à droite. Et du coup, il me faut 3 CO2. Parce que dans CO2, il y a un seul carbone. Donc si j'ai 3 CO2, j'ai bien 3 carbones. Donc maintenant, je vais regarder de ce côté. Donc côté produit. Ce que je vais avoir, donc j'aurai 3 CO2 et H2O, on ne sait pas encore combien. Pour déterminer le nombre de H2O, eh bien, je vais regarder les hydrogènes côté réactif. Hydrogène côté réactif, j'en ai 8. Donc 8 hydrogènes. Et du coup, pour avoir 8 hydrogènes à droite, il va me falloir 4 H2O. Puisque 4 fois 2 fait 8. Maintenant, je regarde à nouveau du côté des produits. Là, j'ai tout. Donc, je vais pouvoir savoir combien j'ai d'oxygène côté produit. Donc là, ici, 3 fois 2, 6, plus 2, 10. Donc 10 oxygènes. Si j'ai mes 10 oxygènes à droite, donc côté produit, il va me falloir également 10 oxygènes à gauche, côté réactif. Vu que j'ai O2, si je prends 5 O2, j'aurai bien 5 fois 2, 10. J'aurai bien mes 10 oxygènes. Donc voilà pour l'équilibre de cette réaction chimique de combustion. Ce que j'ai marqué en vert n'est pas nécessaire. Si vous maîtrisez bien les calculs à faire, vous pouvez directement marquer la réponse. Si vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à marquer un petit détail au niveau de vos calculs pour comprendre bien ce que vous ayez fait. Si jamais vous vous trompez, qu'on puisse quand même vous mettre des points sur une question de ce genre. Donc, ce qui nous amène à la question 3, calculer le pouvoir calorifique du propane nécessaire pour maintenir la montgolfière en l'air pendant 1 heure. Alors, on a dans l'énoncé, le pouvoir calorifique du propane est de 50,35 joules par kilogramme. On nous dit qu'il faut 14 kg de propane pour maintenir en l'air pendant 1 heure la montgolfière. Donc du coup, le pouvoir calorifique nécessaire, ça sera 14 fois 50,35. Puisque 14 kg, c'est ce qu'on a besoin de brûler
pour maintenir la montgolfière en l'air pendant 1 heure, que chaque kilogramme brûlé donne 50,35 joules, donc 14 kg brûlés donneront 14 fois 50,35. Ce qui nous donnera donc 704,9. Un pouvoir calorifique, c'est en joules. Et il manque la petite phrase de conclusion. Le pouvoir calorifique nécessaire pour maintenir la montgolfière en l'air pendant 1 heure est de 704,9 joules. Pour la question suivante, c'est la même, sauf que cette fois-ci on demande pendant 3 heures. Donc si pendant 1 heure il en faut 704,9, du coup pendant 3 heures il en faut 3 fois plus. On va voir qu'il y a une petite erreur de numérotation dans les questions. Donc là, celle que je viens de faire, c'était bien la 3, et celle qu'on est en train de faire, c'est la 4. Donc, on disait 3 fois plus, donc 3 fois 704,9. Ce qui nous fait 2114,7. On est toujours en joules. Et la phrase de conclusion. Le pouvoir calorifique nécessaire pour maintenir la montgolfière en l'air pendant 3 heures est de 2114,7 joules. Donc voilà pour ce premier exercice qui comportait quand même 3 questions très faciles et une question qui était accessible pour peu que le chapitre ait été travaillé. Donc les questions faciles, c'était la 1, la 3 et la 4, et la question qui était tout à fait accessible pour quiconque a travaillé son chapitre de combustion, c'était la question 2. Donc on va maintenant passer à l'exercice 2. On parle moyens de transport en commun. Donc on parle de moyens de transport en commun qui pour la plupart sont avec moteur thermique, mais pas que. Donc on nous demande dans cet exercice, dans un premier temps, d'équilibrer 2 équations de combustion, donc kérosène et fioul. Donc le principe est exactement le même que dans l'exercice 1. Donc pour le kérosène, on a du C11H24 et pour le fioul, on a du C13H28. On disait que la structure des équations était la même que dans le premier exercice. Donc on sait que côté réactif, on aura du dioxygène et côté produit, on aura du CO2 et de l'eau, H2O. Il ne manque plus qu'à trouver les coefficients stoichiométriques. Alors on commence avec les carbones. Donc pour le kérosène, on a 11 carbones. Donc il nous faut 11 CO2 pour avoir 11 carbones côté produit. Pour les hydrogènes, on en a 24 côté réactif, il nous en faut 24 donc côté produit, ce qui veut dire que pour en avoir 24, il nous faut 12 H2O. Et pour les oxygènes, on en a donc 22 plus 12 côté produit, ce qui nous fait 34, donc il nous en faut 34 côté réactif. Ce qui veut dire que pour en avoir 34, il me faut 17 O2. Maintenant, pour le fuel, on fait pareil. C'est 13 H28, donc il me faut 13 carbone côté produit, puisqu'il y en a 13 côté réactif. Ça veut dire que j'aurai 13 CO2. Pour les hydrogènes, donc 28 à gauche côté réactif, ce qui veut dire qu'il m'en faut 28 à droite côté produit, ce qui veut dire pour en avoir 28 qu'il me faut 14 H2O. Et avec les oxygènes, donc on regarde côté produit à droite, 13 fois 2, 26, plus 14,
ça fait 40. Donc il me faut 40 oxygène à gauche aussi, puisqu'on en a 40 à droite. Ce qui veut dire que j'aurai 20 O2. Vous voyez, la mécanique pour équilibrer des réactions, c'est toujours la même. On va pouvoir passer du coup à la question 2. Calculer la quantité de kérosène utilisée pour parcourir 300 km, sachant qu'un avion consomme 1440 kg de kérosène pour 100 km. Bon, bah, là, du coup, c'est pas très bien difficile. Si pour 100 km, on en consomme 1440, bah pour 300 km, on en consommera 3 fois plus. Donc, on fera 1440 fois 3. Ce qui nous donnera 4320 kg. Donc là, pareil, la quantité de kérosène utilisée pour parcourir 300 km est 2. Donc 4320 kg. Question 3, c'est la même chose avec le fuel. Donc, on en a 6600 pour 100 km. Donc pour 300 km, c'est 3 fois plus. Donc la quantité de fuel utilisée pour parcourir 300 km est de 19 800 kg. Donc ensuite, question 4, en déduire la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer ces deux appareils sur 300 km. Donc là, il faut utiliser le pouvoir calorifique des hydrocarbures qui est indiqué ici. Donc on a le kérosène et le fuel, avec un pouvoir calorifique donné à chaque fois, et utiliser les quantités qu'on a trouvées. Donc, je vais faire ça juste à côté en vert. Donc si on prend pour le kérosène, il va falloir multiplier mes 4320 que j'ai trouvé, donc kilogrammes, par le pouvoir calorifique, 46,4 mégajoules par kilogramme. Donc je multiplie par 46,4. Je trouve 200 448 mégajoules. Je fais pareil pour le fuel. Donc 19 800. Cette fois-ci, je le multiplie par 7,2 puisque le pouvoir calorifique du fuel est de 7,2. Et je trouve 142 560. Et on est en mégajoules. Donc il resterait à faire une petite phrase de conclusion pour les deux. Donc à chaque fois, l'énergie nécessaire est 2 avec le résultat que vous avez trouvé. Donc voilà pour cette question 4. Donc il nous reste les deux dernières questions. Donc ensuite, la question 5, calculer pour chaque trajet la quantité de dioxyde de carbone libérée. Alors là, ici, on a les 3 trajets. On a les moyens de transport avec la consommation de CO2 par kilomètre parcouru. Et on a les distances. Alors suivant les trajets, il va falloir regarder la distance, le moyen de transport, et utiliser ces 3 éléments, donc les trajets, le tableau et les différentes distances, pour ensuite établir pour chaque trajet la quantité de dioxyde de carbone libérée. Donc par exemple pour le premier trajet, pour le trajet 1, on fait l'île Calais en quart. L'île Calais par quart, c'est 110 km. Donc 110, par kilomètre, le quart libère 59 grammes de CO2.
Donc on fait 110 fois 59. Ensuite, on n'est pas encore à Londres. Donc une fois Calais, on fait Calais, Douvres. Dans le trajet 1, c'est en train. Ici. Donc on regarde Calais, Douvres par train 50 km et train 50 grammes par kilomètre. Donc ça sera 50 fois 50 ce coup-ci, coïncidence. Et enfin, le dernier morceau du trajet Douvres-Londres en quart. Douvres-Londres 126 km. Et en quart 59 grammes par kilomètre. Là on a le calcul, il n'y a plus qu'à le faire. Ce qui donne 16 424. Et on est en grammes, puisque c'est des grammes par kilomètre. Il faut faire pareil pour les deux autres trajets. Donc voilà. Donc le calcul est toujours sur le même principe. Pour le trajet 2, on trouvera 27 274 grammes et pour le trajet 3, on trouvera 75 000 grammes. Ce qui nous permet de répondre à la question 6, en déduire le ou les moyens de transport les moins polluants pour ce trajet. Eh bien, si on regarde, c'est le trajet 1 où on émet le moins de dioxyde de carbone. Donc du coup, on va prendre les moyens de transport du trajet 1, car, train et car. Donc c'est le car et le train qui sont les moins polluants pour ce trajet. Il ne reste plus qu'à marquer la phrase de conclusion et on aura terminé cette question 6. Donc le car et le train sont les moyens de transport les moins polluants pour ce trajet. Ce qui nous amène du coup à la fin de ce devoir. Donc devoir qui était quand même composé pour moitié de questions qui ne nécessitaient aucune connaissance préalable. Ce qui rendait le devoir quand même assez accessible pour peu qu'il y ait un minimum de réflexion dessus. Et c'est ce qui est attendu dans un devoir de type Bac Pro. Il y aura toujours des questions qui sont accessibles. Mais il faut prendre le temps de bien les lire et d'y réfléchir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et sinon, je vous dis à bientôt.